J'ai pris une page blanche et je dis, enfin, la façon la plus simple de commencer un roman, c'est de faire le décor, ce roman de petit décor. Généralement, ce qui me vient à l'esprit, c'est le soleil, c'est béton, enfin une nature méridionale. Pas du tout, j'ai dit. Pour que ça marche mieux, je vais faire une description contraire. Je vais faire un grand plateau couvert de neige avec des étangs au fond. On voit cela en Provence, hein. L'hiver, un Camargue, mais enfin, ça n'est pas le paysage classique. Et puis, je mets une maison là et une maison là. Bon, et je me mets dans la première. Et je regarde l'autre. Et au bout d'un moment, je vois une fenêtre qui s'allume. Je me dis, tiens, s'il y a une fenêtre qui s'allume, c'est qu'il y a quelqu'un pour l'allumer. Premier personnage. Quel est ce mystérieux personnage? Qui est-il? Et alors, c'est la recherche de ce personnage, les investigations à faire pour découvrir ce qu'il est, qui commence à constituer le sujet du roman. J'avais cherché le désert, et je comprenais que le désert m'avait trompé. Je n'y étais pas seul, il y avait cette lampe. Elle avait éclairé en moi une singulière rêverie. Maintenant, cette rêverie aboutissait à une découverte inattendue. Il existait, à 500 mètres de ma maison, un solitaire, le solitaire que je n'étais pas. Je n'éclairais jamais ma lampe avant d'avoir fermé mes volets avec soin, car je m'imaginais qu'une lumière inattendue, posée au milieu de ces champs où depuis tant d'années toute lampe s'était éteinte, eût gêné l'inconnu si discret. J'étais si facilement l'autre que j'avais fini par me composer tout un monde de méditation sur l'étranger de la commanderie, tel qu'on pouvait l'imaginer de la jeunesse. L'étendue des neiges proposait à mon inquiétude un nouveau désert. L'automne avait sollicité les puissances du sang. Maintenant, l'hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. Je suis persuadé d'une chose, étant donné que le Verbe crée le monde, pour moi, il a un pouvoir magique. Et je suis très soucieux de magie. Tout ce métier qu'on a appris, il doit se transformer en formule magique, c'est-à-dire en phrase. Un principe que je trouve capital pour un écrivain, c'est que plus la phrase contient de choses, plus puissante elle est, et plus elle a de puissance magique. Du reste, dans la magie propre, on prend un objet, on le charge de fluide, et plus l'objet est riche en fluide, plus il étend autour de lui cette fascination que doivent avoir les objets magiques. La phrase est un objet aussi, n'est-ce pas? Quand on la présente au lecteur, plus elle le prend, plus elle le fascine, et plus elle fait de lui un personnage même du récit qu'on raconte. De ces librairies, l'une assez modeste m'attirait plus particulièrement, car elle avait l'amour des cartes, des atlas, des gravures de voyage dont je suis grand amateur. Cette année-là, elle avait enrichi sa vitrine d'un globe terrestre de verre, éclairé intérieurement, et qui tournait avec lenteur, de façon à montrer les couleurs différentes des 5 parties du monde. On voyait tourner 5 continents, tout brillants de lumière. Sur eux, immuablement clairs, pas un nuage. Le soleil qui les réchauffait vivait au centre de la terre, et ainsi la nuit ne les touchait pas. Comme l'aube et le soir y étaient inconnus, la chaleur était constante et la vie éternelle. L'équateur glissait en silence et l'on voyait passer les mers, les terres de l'ouest à l'est régulièrement. Elles se suivaient et toujours les mêmes, mais chaque fois jeunes et fraîches, comme si elles renaissaient telles qu'à leur naissance, au premier jour du monde. Il y avait un monstre, c'était la Durance et le Rhône, 2 monstres. Ce sont des créatures dangereuses qui sont en conflit continuel avec la terre et entre elles aussi avec le ciel et là-dessus des orages terribles. Vous voyez par conséquent l'explosion des sentiments romantiques au milieu de cette atmosphère. Ces sentiments romantiques par conséquent naissent naturellement dans un enfant dont les parents s'absentent souvent, qui n'a pas de camarade, qui vit avec une vieille femme qui le surveille ou qui ne le surveille pas plutôt, qui fait des escapades au bord de ces rivières et qui, par conséquent, est obligé
de se créer une petite vie personnelle. Moi, j'avais une certaine forme d'imagination qui était, si j'ose dire, l'imagination des images. Créer des images, c'est-à-dire c'est créer des personnages et c'est créer des aventures. L'eau, la terre, le feu et l'air nous furent révélés. L'eau qui était devenue notre sol naturel. Nous habitions sur l'eau, nous en tirions la vie. La terre à peu près invisible, mais qui tenait les eaux entre ses bras puissants. L'air, d'où viennent les vents, les oiseaux, les insectes. L'air où les nuages circulent si légèrement. L'air paisible et orageux, l'air où s'étendent la lumière et l'ombre. L'air où se forment les présages. Le feu, enfin, sans quoi la nourriture est inhumaine. Le feu qui réchauffe et rassure, le feu qui fait le campement, car sans feu, il manque un génie à la halte. Je suis d'une famille dans laquelle on avait des superstitions. Une famille à fond religieux. J'ai le sentiment de la religion, j'ai le besoin de la religion, j'ai le besoin du mystère. Mais il y a l'état d'esprit religieux qui est latent, et il y a à côté de cela des manifestations que l'on qualifie de surnaturelles. Chez moi, on croyait aux signes. Qu'est-ce qu'un signe? Eh bien, vous avez dans la maison un tableau accroché au mur. Ce tableau se décroche, je ne sais pourquoi, il tombe. Immédiatement, votre mère ou votre père vous dit « Ah, ceci annonce un malheur, une mort ». Je n'ignorais pas qu'il y eût des présages. Le terme lui-même m'était bien connu. Mes parents l'employaient souvent. Ils vivaient familièrement au milieu des présages. Même dans le courant de la vie ordinaire, ils les attendaient. Quand l'approche en était sensible, ils surveillaient les points habituels de leurs redoutables apparitions. Tous ou presque tous, en effet, annoncent des malheurs. Mes parents s'y étaient tellement adaptés que sous le regard de ces signes sombres, ils évoluaient avec naturel. Dans un château de Lourmarin enchanté. Sur ces lignes horizontales, il est bâti dans l'or des forces souveraines. C'est un grand être de sérénité dans lequel, depuis 4 siècles, la pierre et la pensée équilibrent leurs rêves. La solitude tout entière accueille l'étranger qui porte sa douleur. L'étranger passe sous la porte, il gravit l'escalier. Un escalier puissant qui se tord en spirale comme une pierre de Puget et qui, dans son élan sublime, va s'épanouir au sommet comme s'il soutenait une voûte céleste. Lampédouse regarde dans la salle. Il y voit une antique cheminée où 6 grandes colonnes corinthiennes portent à chaque bout des faunes colossaux, enveloppés jusqu'au poitrail dans une gaine. Un homme apparaît. Les planètes me semblent favorables. Cette vieille maison est douce à l'amitié. Soyez le bienvenu. Henri Bosco restera toujours lié à l'activité culturelle du château. Beaucoup plus tard, il pourra même y occuper 2 pièces de passage, dont un bureau, qui donne sur le village. J'ai commencé ma seconde manière, la vraie. C'est le sanglier. Et je peux dire que c'est Madeleine, ma femme, qui l'a découvert et qui m'a aidé ensuite à agrandir cette découverte. Voulant célébrer, chanter, manifester ma reconnaissance à cette montagne qui m'avait bouleversé, j'en ai pris comme symbole le sanglier. J'ai été marqué par conséquent au point de vue nature par la montagne Luberon et point de vue animal par une bête, sa bête la plus puissante, qui chez les Gaulois était le symbole de l'immortalité. Les défenses pointaient, courtes, tranchantes. Mais leur menace ne comptait pas, à côté de ce front construit pour des besoins d'obstination et de puissance. Sous le poil rêche, l'os frontal semblait contenir à lui tout seul la raison d'être de la bête. Et la bête, livrée à sa force, aux instincts de son sang, continuait, en reniflant, son inspection du sol. Elle grognait, levait son mufle noir et humide pour prendre le vent. Et puis ensuite, on m'a nommé au Maroc, à Rabat, où je suis resté 25 ans.
donc 15 ans comme professeur, où je me suis trouvé très heureux. Je me trouvais chez moi un petit peu à cause de ce sentiment que Delacroix a exprimé. Il disait, vous cherchez les Grecs et les Romains à tel endroit. Ils sont là, les Grecs et les Romains, ils sont là avec leurs drapés, tout ça. Vous les voyez passer dans les rues, il y a quelque chose d'antique qui est resté. Ami qui connaît les mystères, avance, les yeux clos, ne tremble pas. Tu sais, le tout est de franchir la porte, et je n'ignore pas que celle-ci t'inquiète, car elle parle à qui l'affronte et nous annonce les périls du lieu. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Franchis la porte et garde le silence. Ces lieux sont le refuge où reposent des ombres apaisées. Nous sommes au royaume de la grâce intérieure, dans l'un de ces jardins du monde où l'on sent partout le génie du lieu. On ne le voit pas, mais tout furtivement le suggère. Le moindre arbuste est né d'une chance si exacte qu'il touche. Et je suis retournée à ma racine. Comme le cœur au pied de l'arbre, je dors au milieu du jardin. Toute plume dehors, arrive, blanc et noir, le grand voilier du ciel, la cigogne familière des tombes de Sheila. Le vol circulaire vous allège, à mesure que vous tournez autour de l'immobile, votre vie délie d'autres vies antérieures à vous. La magie imprègne ces lieux écartés. Dès que tombe la nuit, des infiltrations de charme pénètrent le sous-sol magique, et tout objet est silencieusement occupé par un génie occulte. Ce roman le plus connu de Bosco, au titre Bonhomme, aura dès 1937 une fortune d'édition qui épinglera l'écrivain comme auteur pour la jeunesse. Mais il cache un questionnement sur le paradis terrestre. Jusqu'où, sur terre, a-t-on le droit de cultiver un tel jardin? Ce n'était plus un âne de la terre, un baudet de village, mais l'âne type, l'âne pur, l'idée même de l'âne. C'était l'âne enchanté, l'âne magique. Il n'avait plus d'âge, il arrivait du fond de l'histoire des ânes. Un âne qui aimait certainement la réflexion, un âne qui avait beaucoup vu, beaucoup appris, beaucoup retenu dans sa vie, un âne qui avait beaucoup pardonné. Quelquefois, je le regarde à la dérobée. C'est l'âne d'une vieille race d'hommes, réservé, réticent. Je crois qu'il m'aime. Je ne l'ai pas soumis, je l'ai convaincu. 2 mois à peine que je suis arrivé ici. Déjà l'eau monte du sol, la terre travaille, les bêtes se rassemblent. Au printemps, tout le jardin partira d'un jet. Il jaillira. Puissance du jardin de montagne, à l'heure où défaillent les sèves, toi si sensible aux soins que déjà pendant l'été j'ai donnés à la terre, tu vas fermenter sourdement, et tu me rendras ce paradis. Je créerai le jardin. C'est en automne qu'on prépare la vie. Alors le sens des mots magiques se dégage des sons et descend jusqu'au cœur des germes enfouis sous la terre. Les mots dorment l'hiver. Mais plus tard, quand le temps de vie est arrivé, au magnétique appel du feu solaire, ils agitent du sein des semences bien closes la puissance du Verbe créateur. Le jardin magique surgit en brisant le sol. La nature tend à l'expression verbale, au mot, tend à la pensée,
tend au sentiment. Et alors, si nous nous trouvons pris par cette espèce de diffusion de la nature, nous risquons de devenir fous, de devenir insensés, de devenir des espèces de monstres. Il faut lui imposer quand même quelque chose qu'un homme peut imposer, c'est-à-dire une forme. Cette forme qui doit maintenir ces effusions telluriques, élémentaires que nous avons en nous, dans des limites telles que ça reste tout de même accessible à la raison. On retrouve tout d'abord l'odeur de la feuille fraîche, puis celle de l'écorce, puis celle de l'aubier. Enfin, on va à la racine. Tout l'arbre ainsi descend en vous. Si c'est un chêne entier qui entre lentement dans votre souffle, la sève se mélange au sang, la force sombre de la terre s'épanouit dans l'être. Comme j'ai besoin de sa force, je suis resté au-dessous des grands arbres jusqu'à l'heure du dîner. Il y a des lieux privilégiés où si vous vous arrêtez, vous sentez cette terre qui monte, son âme monte pour vous prendre, et vous êtes sur son lieu d'émission. Il ne faut pas y rester. Il faut partir. Et il faut y rester le temps où elle a pu charger vos accumulateurs magnétiques en quelque sorte, de façon qu'après, vous ne soyez plus le même. C'est le signe que la Terre, qui est une espèce d'énorme corps, qui vit au ralenti, mais qui vit, quand vous passez là, vous provoquez une réaction sur elle, et cette réaction, c'est celle de la pensée, de la sensibilité humaine, de l'être humain. Dans Cites et Mirages, c'est à Alger que Henri Bosco rendra hommage. Mais depuis le Maroc, il continue surtout une œuvre liée à une Provence mentale, nourrie de villégiatures autour de l'Ourmarin. Non assujetti au pied-à-terre du château, l'écrivain et son épouse avaient acheté dès 1947 un bastidon, agrandi vers 1950. Mais au retour définitif en France en 1955, c'est sur les hauteurs de Nice qu'ils s'installeront. La Maison Rose, que l'on peut toujours voir aux confins de la colline de Cimiez, c'était encore à l'époque le début de la campagne. Henri Bosco, alors à la retraite, sera là romancier à temps complet. C'est ici qu'il travaille et qu'on vient le visiter. Mais il ne manque jamais, au beau jour, de retourner au Bastidon. Voilà la maison, par conséquent, qui est véritablement la maison de mes rêves, encore plus que la maison de Nice, à laquelle je tiens beaucoup. Mais celle-ci est vraiment la maison dans laquelle je sens toutes les émanations du sol, des courants magnétiques, je crois aux courants magnétiques, des courants magnétiques de cette terre tout à fait extraordinaire. Et je suis en communication, par conséquent, avec quelque chose qui m'a inspiré, le mastéotime, qui est tout de même l'œuvre la plus caractéristique, inspirée par ce pays. Le Luberon, pour moi, cette campagne, sont pour moi des endroits où j'éprouve ce sentiment de la divinité du monde. Il y a, comme on dirait enfin en langage antique, il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans certains points de cette montagne. Ce matin, je vous écris. Ce n'est pas au château, mais au Bastidon que je le fais. Nous avons émigré du château dans cette coquille il y a un peu plus d'une quinzaine, et on ne peut plus nous en tirer. Songez que nous logeons dans un temple grec, sur des terrasses d'oliviers. Notre terrain donne au nord sur 15 lieues du Luberon, à l'ouest sur la Durance. Nous touchons aux racines de la terre. Dans chaque arbre, dans chaque roc, il me semble qu'un être, à moitié vivant déjà, cherche une âme, et parfois je sens, en tremblant, qu'il l'a presque trouvée. Quel n'est pas l'attrait de ces créatures secrètes, surtout si le désir qu'elles ont de se faire une âme guette celle des hommes. Il m'inquiète, car il est trop seul. Un arbre tellement seul, qui n'a pas à lutter contre les autres arbres, prend aux puissances souterraines un excès de force et l'exhale. Il répand alors des odeurs étourdissantes et l'air
n'en est plus très bon à respirer. Un objet magique, ce sont des objets magiques. Le jupon est un objet magique, est un animal magique. Plus un objet magique est serré, fort, compact, solide, un corps solide, plus il enferme de matière magnétique. Et cette matière magnétique, quand elle émane de ce corps, a un rayonnement qu'elle n'aurait pas ailleurs. Ce n'est pas une âme amollie, ce n'est pas un esprit amolli, ce n'est pas une sensibilité amollie, c'est quelque chose de robuste. La maison était si directement bâtie sur le roc, y pénétrait si bien moindre vibration qu'elle ne pouvait pas constituer un abri vraiment humain. Je ne me trouvais pas en sûreté, j'y subissais comme une malveillance. J'y avais un ennemi. J'étais trop près de la montagne. Tante Martine avait dans la tête que le sommeil ne venait pas de nous, mais nous arrivait du dehors, après avoir erré sur les plantes, les arbres, les fruits au moment des bonnes saisons, et en hiver après avoir pris à la nuit son goût de cristal, de rosée, de sel. Il entrait alors chargé des odeurs toutes fraîches cueillies par la bonne fenêtre, celle qui donnait sur les champs au midi, car, disait-elle, c'est de là que vient l'air qu'on respire le mieux quand on est endormi et qu'on reçoit des songes. Un objet, pour moi, est un objet que je vois très bien. J'en vois la forme, j'en vois la couleur, le contenu, l'usage même. Je le touche et je l'aime en tant que forme, en tant qu'objet lui-même. Mais au bout d'un moment, malgré moi, je le vois qui se met à vivre. Et qui n'est plus une bouteille pour contenir du vin, mais qui est une bouteille en soi. Ce qui fait qu'il irradie en somme une espèce d'âme de bouteille si vous voulez, de telle sorte que je vois les objets sous deux formes. La forme concrète, celle du toucher si vous voulez, du tangible, et leur forme transfigurée qui en fait un personnage. Sans doute, Sidonie avait-elle quelque pouvoir sur la nature du feu. Elle avait réussi à dégager des choses ce qu'elles retiennent de pur, en dessous de leur forme sensible. Quelques gestes discrets, mille soins, une attention indiscernable y avaient été nécessaires. Dès qu'on regardait un objet, il paraissait vous faire un signe. Sa position prenait un sens, on le devinait orienté. Il l'était comme tous les autres. Cette orientation ne se fondait pas sur la rose des vents de ce bas monde, elle obéissait à des lois secrètes. Personne ne les connaissait. Dans l'univers sentimental de Sidonie, il n'y avait ni nord ni sud, car tout y était nord et sud, en attendant que s'y levât la forme ardemment désirée. Pour moi, il y avait 4 éléments. C'était le pain, le sel, l'huile et le vin. Ce sont 4 éléments vitaux qui me paraissent essentiels. Et du reste, ce n'est pas pour rien que l'huile est un liquide sacré qui doit entretenir la lampe perpétuelle dans les églises, qui sert au baume. C'est une chose qui est non seulement une nourriture pour le corps, mais encore une nourriture pour l'esprit. C'est une chose sacrée. Eh bien, le vin dionysiaque, naturellement. Qu'alors le pain? Le pain et le vin, c'est la Sainte Seine, c'est le corps et le sang. Il y a vraiment une signification, une puissance mystique dans le pain, pour peu qu'on s'intéresse à ces choses-là, au sacré. Par raisonnement, vous arrivez à connaître une certaine partie de ce qui est inconnu. Mais la partie qui restera toujours inconnue, et qui s'élève devant vous comme le visage du sphinx, alors là, vous avez essayé encore de percer ce masque. Eh bien, cette intuition qu'on a, que cette chose existe, moi je l'ai. Les Grecs l'avaient, ils l'ont appelé le tambos. Un sentiment étrange qui vous dit, mais il y a quelque chose là derrière. Et ce quelque chose, les Grecs anciens pensaient que c'était un dieu. Et ils en avaient la chair entièrement hérissée. Dans le mot tambos, il y a l'idée de terreur aussi. Mais le tambos, c'est un sentiment que des hommes aujourd'hui encore éprouvent devant un larmon,
une source, un mur, qui paraissent normaux, et qui tout d'un coup se mettent à émettre en quelque sorte des rayonnements magnétiques qui font que vous allez être bouleversé. Et ça, c'est la présence du mystère. Ça, c'est inexplicable. Ce roman s'ouvre sur la découverte du site des Borissols, où l'homme a jadis signé, renforcé de sa main, l'intuition du Tambos. Je suis même sensible aux rayons de l'étoile, ombragé d'une vigne grimpante qui le dérobe aux yeux et aussi au soleil. Ce vieux cadran n'est plus qu'un ornement pour la façade. Désormais, inaccessible au mouvement de la lumière, il ne peut plus guère marquer que des heures imaginaires, hors du temps et du monde sensible. Tout autour, hors du sol, circule une bordure où, çà et là, on dirait bien qu'on a voulu graver des figures étranges qui m'ont rappelé celles du cadran. Mais la pluie et le vent les ont usées au point que, sauf un vieux visage du soleil, on ne distingue plus que des reliefs indéchiffrables. J'ai, cet hiver, étudié les Borissols. J'en ai mesuré le terrain, tâté le site, j'ai calculé les pentes. C'est un lieu où l'esprit souffle, un emplacement pour les âmes, un site orienté. Les figures gravées sur le pourtour de l'air, les signes du cadran, la devise et l'évocation des étoiles, tout l'annonce. Il y a sur les Borissols l'imminence d'un astre. Le Tambos, c'est aussi un lieu que Bosco pouvait élire comme tel, ainsi de la petite église de Vaugines, à quelques kilomètres de Lourmarin. C'est son air de présence, tel qu'il la ressentait, plus que son architecture, qui pouvait lui faire vivre cette église comme la plus belle du monde. Aux dieux errants dans les collines, aux nymphes, aux tribus ailées des oiseaux, habitante de ces forêts, Magia Polla offre cet autel à l'orée du bois, pieusement. J'ai à mon tour recopié cette inscription. Il faut, pour ne point délirer, fournir des corps aux songes. Et ces vieux textes en offraient aux miens, qui s'y attachaient longuement, parce qu'ils contenaient souvent de naïfs sortilèges. Les inscriptions à déchiffrer ou à tracer ont toujours marqué l'écrivain. Non seulement les signes grecs et romains, mais aussi les glyphes purs, comme ceux laissés par les gitans qui faisaient étape au château de Lourmarin abandonné en allant vers les Saintes-Maries de la Mer. La barque, qui est sans doute celle des saints personnages, figure dans plusieurs romans de Bosco, ainsi que le soleil et l'étoile qui nous rappellent le cadran. On y voit aussi un serpent à côté d'une croix, laquelle s'enracine comme un arbre. On trouve enfin le mot mystérieux « Arménii » que l'écrivain fera figurer aux parois d'une grotte dans Hyacinthe. Le Mastéotime, couronné en 1945 par le prix Renaudot, avait apporté à Henri Bosco la reconnaissance et un vrai courant de lecteurs. La fin du manuscrit témoignait bien, depuis Rabat, d'un esprit à la fois divisé et unifié dans le temps et l'espace. L'écriture y est un dépôt de la mémoire et de l'amour affiné à distance de ce que l'on aime, une manière aussi de dépoussiérer le statut classique du souvenir. Il n'y aurait rien de bien remarquable dans cette pauvre chapelle, qui ressemble à tant d'autres sanctuaires campagnards, si on ne voyait contre le mur où se creuse l'abside une grande croix peinte au milieu d'une rose. La croix n'est pas latine mais grecque, et la rose est fendue cependant en haut comme un cœur symbolique. Personne, pas même le curé de Puyloubier, n'a pu m'expliquer le sens des 4 lettres, ni me donner des éclaircissements qui m'aient satisfait sur la croix, le cœur et la rose. Cœur ou rose ont jadis eu un sens que nous avons perdu par négligence.
la croix plonge dans le cœur l'encre de l'espérance. Malicroix, c'est le nom étrange du roman qu'Henri Bosco situe en Camargue, une Camargue intérieure, malgré des images plausibles de flore, de faune, de refuge. Le vrai propos, c'est celui de l'isolement résolu face à la force sournoise du clan, de la mémoire du sang. Il faut veiller pourtant et alimenter ce feu simple par piété, par prudence. Je n'ai d'amis que lui, qui tiédit la pierre centrale de la maison, la pierre communicative, dont la chaleur et la lumière montent à mes genoux et à mes yeux. Là se scelle, entre l'homme et le refuge, le vieux pacte du feu, de la terre à l'âme, religieusement. Au milieu des eaux, dans cette île où la crainte du fleuve me tourmente, ce foyer seul, issu de la main de mes pères, signale encore une présence humaine. L'eau m'a marqué profondément parce que je suis né et j'ai vécu au milieu d'eau dans une ville, je ne dirais pas une ville d'eau, une ville aquatique en quelque sorte. Enfin, en tout cas, en méditant sur l'eau, il y a une chose qui est dans l'eau. L'eau est la mère des rêves. Or, en principe, quel est l'être qui rêve le plus dans l'humanité? C'est la femme. L'eau a quelque chose de féminin. L'eau est femme, l'eau est féminine. L'eau attire le rêve, vous féminise un peu l'âme par le moyen du rêve quand vous la contemplez pendant longtemps. La statue maintenant se chargeait de clarté lunaire. Elle s'aimantait petit à petit. Le doux frottement des rayons enveloppait sa forme de phosphorescence et elle rendait au bleu sidéral, onde pour onde. L'eau doublait son image. Le reflet argenté de ses lueurs révélait çà et là une présence plus profonde encore, une autre nuit sans lumière astrale, en dessous, dans les cryptes humides du monde. Je suis né au milieu d'inondations. J'ai vu monter les eaux à travers la terre, non pas débordant du fleuve, du Rhône, mais montant du fond de la terre. Et les dessous de la terre sont des choses extraordinaires que nous connaissons mal, où il y a tout un monde souterrain, avec ses lacs, avec ses fleuves, avec ses rivières. Et quand les eaux sont trop abondantes, eh bien elles ont un moyen de ressortir, c'est par infiltration. On les voit monter, en entraînant avec elles toutes sortes de démons souterrains, toutes sortes de miasmes. Elles finissent par stagner, par tourmenter l'âme, et pour vous donner par conséquent ce caractère, cette teinte qui se trouve dans mon œuvre, qui se trouve en moi-même, qui est tout de même un peu penchée, inclinée vers le souci des ténèbres. Ainsi cette onde se perd-elle aux infiltrations du sol perfide, fluide transparent et obscur, d'où insensiblement monte la bête. C'est le génie du lieu que détache la terre, mère des serpents, dès que tombe sur la source l'ombre humide du sanctuaire. Mais sans doute le corps froid et gluant du serpent d'eau circule à travers les chambres ruinées de la source, comme le signe invisible du mystère. À la source sont attachés des rites de fécondité qui attirent les femmes. Quelquefois, une d'elles soupire ou se plaint, ou prononce quelque formule incantatoire aux démons de la chair. Rien de plus mystérieux et qui fasse plus aisément pressentir des choses voilées. Regardez-la bien quand vous l'allumez, et dites-moi si secrètement ce n'est pas elle-même qui s'allume. Peut-être vous étonnerais-je si je vous affirmais qu'elle reçoit bien moins le feu qu'on lui apporte qu'elle ne vous offre sa flamme. Et ce feu n'est qu'une occasion, un prétexte commode dont profite la lampe close pour dégager de la lumière. Alors elle commence à être ce qu'elle est,
Elle assume une vie propre à sa vraie nature de lampe. Il est bon d'assister à ces humbles naissances de lumière. Toutes sont faibles et économisent, chichent de leur suif, chichent de leur huile, mais chacune, si peu soit-il, éclaire une vie différente. S'il n'en est point qui soit brillante, il en est cependant qui désigne... J'ai un côté nocturne chez moi. Je suis hanté par les constellations. Et pendant longtemps, sur ma terrasse de mon bastidon à Lombrin, je regardais sur le Luberon justement monter les premières étoiles. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que ce ne sont pas les étoiles qui montent, mais que c'est la Terre qui s'enfonce dans l'abîme. Je sais quel échange font, à travers nos corps et nos âmes, la planète et les astres, tant l'empire nerveux de l'homme est favorable au passage des forces naturelles dont il vibre comme un son céleste, quand il interpose quelque grandeur et une haute vigilance entre la terre qui porte la vie et l'antique pensée que roulent les étoiles. J'avais le sentiment d'être tombé cette nuit-là, à l'heure et au point d'élection où se croisaient ces courants d'énergie sidérale et terrestre. Je m'assis assez loin de cette humble veilleuse. Ces veilleuses, ce sont de petits luminaires qui demandent à vivre dans l'éloignement. C'est de là qu'ils vous touchent. Pour en comprendre la lumière, il faut la contempler de loin. De trop près, on en voit la flamme, de loin seulement la clarté, et c'est pour la clarté qu'on les allume. Cette clarté, je la voulais lointaine. Je pensais que sa compagnie me serait bienfaisante. J'avais un absurde besoin de ne pas être seul en face de la nuit. Vous avez remarqué peut-être dans beaucoup de mes romans qu'il y a toujours des dédoublements, qu'une personnalité, la personnalité d'un personnage, qui est là, le personnage principal, tout d'un coup sent monter en lui une autre personnalité qu'il ne connaissait pas et qui le double, mais qui est tout de même lui-même, mais qui n'est plus tout à fait lui. Depuis 20 ans, les oiseaux, dit-on, ne venaient plus. Ils cèdent à ma présence. Ma présence tient lieu des charmes que j'ignore, et c'est parce que je suis là, sans aucune vertu magique, mais porteur d'une double vie, qu'ils sont revenus. Mon esprit qui prend le pas m'incline du côté de l'homme dont il semble que l'on me pousse à devenir ici même. Henri Bosco, lui aussi, doit composer avec un double. Devant la fresque du Bastidon qu'un de ses illustrateurs a donnée en panorama de l'œuvre, il écrit sans séparer les registres. Derrière un titre destiné à des mains adolescentes se glissent les mêmes sortilèges que dans tout autre récit. Un renard, cela vous a une âme, mais une âme mortelle. Si on tue la bête, il faut tuer l'âme, et c'est bien difficile. Ça vous a l'âme chevillée à l'âme, et si l'âme, tu ne la tues pas, lui vit encore, et il te tourmente. Il n'y a rien de plus vindicatif, de plus malheureux, rien de plus dangereux aussi. Une âme de renard tué, ça cherche un corps pour y revivre, et même un corps d'homme ou de femme, un corps d'enfant surtout. Je n'augure rien de bon de ce voisinage. Keshba m'a dit « Avant le vent, elle n'était pas là. Elle est venue là dans le vent. Le diable l'habite. Éloigné soit-il. Mais que vient-il demander au désert, et si près de moi ?» Je suis chrétien en ce sens que je me rallie, moi, plutôt au christianisme qu'au paganisme. Mais en tant que provençal, c'est-à-dire méditerranéen, je sens en moi la fusion des deux. Nous avons un christianisme
qui est imprégné de la philosophie antique. Ça se fond en nous naturellement parce que nous sommes autour d'une mer très harmonieuse, un continent liquide qui est la Méditerranée, et tous les gens qui sont au bord de ce continent, au fond, participent de ces deux choses, d'un côté sémitique qui est le côté du christianisme, et l'autre côté, le côté grec, par conséquent, une tradition purement intellectuelle, purement rationaliste. Les dieux de l'Antiquité grecque, Henri Bosco les imagine en sommeil au fond des mers. Ces divinités se sont retirées, dit-il, avec leurs temples, leurs prières, leurs pensées, et attendent dans les abîmes. Voilà les songes qui agitent un étrange roman. Seul un récif, où veille une chapelle, un homme et une flamme, tentent d'exorciser ces chimères sous-marines. Je sais que je resterai seul, à entretenir nuit et jour la flamme de la lampe. Mais rassurez-vous, la lampe ne s'éteindra plus. Les mauvais songes seront impuissants à m'attirer au fond des mers. Car les dieux attendaient, et nul être au monde ne saurait attendre, s'il n'entend l'imperceptible mouvement du temps qui se glisse partout dans l'univers. Ainsi tournait-il le regard du côté auroral des heures, dans l'espoir de la délivrance. Nous n'attendons qu'un signe d'en haut, qu'un appel, un seul appel. Et partout, nous apparaîtrons, partout, nous rétablirons nos sanctuaires, et les signes de bronze et d'or de notre puissance. Chaque soir, quand tombait la nuit, j'allais voir brûler les 3 lampes. Leurs flammes courtes contrastaient avec la hauteur, le poids, la masse de leurs pieds de bronze. Si le bronze donnait une image imposante de solidité, les flammes, qui étaient des flammes de patience, vivaient d'une certitude cachée, celle qui soutient en secret la lumière quand tout dépend de la lumière. Dans le récif, le gardien de la lumière, le veilleur sacré, c'est celui qui conjure la remontée des dieux antiques du paganisme. L'écrivain, même affaibli par l'âge, à plus de 83 ans, entame la rédaction d'un nouveau roman, Sirius, du nom de l'étoile la plus brillante du ciel qui marque la constellation du Grand Chien. S'éloignant de cet intitulé de lumière, il nommera ensuite le manuscrit L'ombre, et le livre sortira inachevé sous le titre Une ombre. Le métal clair et très finement martelé était à peine bosselé à l'endroit où se dessinait le relief adouci des lettres, du pur argent. On eût dit un miroir, mais il était étrange. La flamme mouvante du cierge y enfantait des formes. Il y avait là des âmes en peine. Prises dans l'épaisseur de cette matière solide, elles essayaient vainement de s'en libérer. Phi, Phos, la lumière. Kappa, Cardia, le cœur. Psi, psyché, l'âme. Sigma, soma, le corps. Sigma, skia, l'ombre. Aucun autre mot ne s'enfonce aussi loin, ni aussi dramatiquement dans nos profondeurs. Au seul énoncé des sons qui le créent, une immense nuit semble éclore au-delà des clartés que la pensée nous offre. Or, notre vocation n'est-elle pas de franchir la nuit ? 5 lettres, 5 étoiles pour orienter mon esprit, et j'entendais la voix qui me disait encore « Regarde, tout en haut, la lumière, entre le corps et l'ombre, le cœur dans le cœur de la croix. » Et portant tout le poids de ces 5 mots terribles sur ses frêles épaules,